Savez-vous pourquoi vous devrez rester et regarder cette vidéo jusqu'au bout et surtout vous abonner sur cette chaîne? Non pas parce que la personne qui regarde cette chaîne est un multimillionnaire dans la filière, mais simplement parce que vous aurez la possibilité d'éviter les erreurs que j'ai pu commettre à travers cette chaîne, tout en vous permettant de connaître toutes les petites erreurs à éviter au niveau de cette culture pour atteindre plus rapidement votre objectif. Mon objectif, c'est de vous empêcher, que vous essayez de commettre les mêmes erreurs et aller très vite au niveau de votre projet agricole. En suivant cette vidéo, en restant scotché sur cette chaîne, je pense que vous aurez toutes les armes nécessaires. Pratiques. Pourquoi pratiques? Parce que ce sont les choses pratiquement vécues que je vous expose à travers cette chaîne pour que vous puissiez être vraiment à mesure de pouvoir atteindre vos objectifs. Ce n'est pas théorique, c'est de la pratique. Tout ce que je vous dis, ce sont des choses que j'ai vécues, ce sont des choses que j'ai réalisées et ce sont des observations que j'ai effectuées au niveau de chaque culture. Voilà pourquoi il dit cette chaîne va vraiment vous aider à atteindre vos différents objectifs. Aujourd'hui, nous allons vous parler du flétrissement bactérien. Salut, c'est Dongo, le conseiller agricole. Laissez-moi vous parler aujourd'hui du flétrissement bactérien. Le flétrissement bactérien que vous connaissez très bien arrive dans notre plantation le plus souvent et fait ravage dans notre champ. Et ce qui est source de découragement pour certains parmi vous, beaucoup d'entre vous se découragent à cause de cette maladie, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas réellement à pouvoir vraiment circonscrire cette maladie et à l'éviter, à l'éradiquer dans leur jardin, dans leur potager. Je vous en prie, on ne se décourage pas, surtout on ne se décourage pas. Le flétrissement bactérien, voici comment ça se comporte. Ce sont des parasites, ce sont des bactéries, tout simplement, qui viennent et qui rentrent dans la plante et qui empêchent la circulation de la sève, la circulation de l'eau au niveau de la plante. Et c'est pourquoi, vous allez voir, il y a des parties de la plante qui flétrissent. Voilà pourquoi on appelle flétrissement bactérien. Vous allez voir qu'il y a une branche ou une feuille qui est en train de mourir tout simplement. Tout simplement parce que son activité est suspendue. La transmission de l'eau, la transmission de la sève est suspendue. C'est-à-dire, et la sève qui doit aller jusqu'à cette partie a été entrecoupée par des parasites. Donc du coup, cette sève-là ne peut pas s'aller jusqu'à la partie de cette branche, d'où va commencer son flétrissement. Voici pourquoi on appelle ça flétrissement bactérien tout simplement. Mais le flétrissement bactérien, c'est causé par tout simplement par d'autres insectes qui viennent poser, par des piqûres qui viennent causer cette maladie-là. C'est pourquoi il faut faire très attention de veiller à cela. Ça peut être causé par des bactéries, ça peut être causé par des champignons, ça peut être causé par même les nématodes. C'est-à-dire, c'est très important de savoir que ce n'est pas une maladie, flétrissement bactérien, mais ce sont des agents vecteurs qui posent ces problèmes-là. Ils viennent, ils insèrent et c'est là qui provoque maintenant ce qu'on appelle le flétrissement bactérien. Alors, donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si on sait que c'est causé par des insectes, alors ce qu'il faut faire tout simplement, c'est d'éviter depuis la base de ces insectes-là tout simplement. C'est-à-dire, on sait que c'est causé par des insectes. On sait que c'est causé par des êtres extérieurs. Donc, il faut éviter. Il faut éviter tout simplement la présence des nématodes dans votre champ. Il faut éviter tout simplement la présence des champignons dans votre champ. Il faut éviter tout simplement la présence de tout ce qu'on appelle parasites dans votre champ tout simplement. C'est très simple. Pour moi, c'est très simple. Veillez à ce que tout ce qui est parasite ne soit pas dans votre champ quand il ne faut pas. C'est-à-dire tout simplement, je veux faire mon jardin et je sais que les nématodes peuvent me poser ce problème-là. Il faut que d'abord je gère ce problème de sol. Je vais mon champ, je sais que les champignons peuvent me poser ce problème-là. Il faut que je gère le problème d'aération. Je fais mon champ et que c'est qu'il y a des insectes qui peuvent venir maintenant dans mon champ. Je vais gérer de sorte que je ne donne pas la possibilité à ces insectes-là d'avoir accès facilement à mon champ. C'est pourquoi il faut mettre tout simplement un système de profilation, une profilation en tout cas très efficace en place. Depuis le départ.
cette prophylaxie va te permettre déjà, et cette prophylaxie va te permettre déjà de pouvoir facilement remédier à un certain nombre de problèmes au niveau de votre champ. Ça, je pense que c'est important de le savoir. Parce qu'on sait déjà comment la maladie se manifeste, d'où ça vient. En ce moment-là, on peut déjà remédier à ce problème sans problème. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure quand vous avez votre champ à faire? Veillez à ce que tous ces paramètres, tout ce que je viens de citer, tout ce que je viens de vous dire, puissent être d'abord respectés. C'est-à-dire, le travail du sol doit être effectué convenablement. Le traitement du sol doit être effectué convenablement. Surtout quand on sent qu'on a la présence de ces parasites dans votre champ, on doit effectuer ce travail du sol convenablement et aussi essayer du côté aérien d'aérer le maximum possible au niveau de nos plantations, au niveau de notre transplantation, d'aérer le maximum possible notre champ. C'est-à-dire qu'on ne doit pas vraiment condenser, on ne doit pas rentrer, la densité doit être un peu diminuée, on doit revoir ça pour permettre à ce que la champ soit bien aérée, pour éviter le problème des champignons dans notre champ. Et aussi également, il faut éviter très considérablement l'enherbement de notre champ. Il faut éviter que le sol soit enherbé. Quand le champ est enherbé, c'est un des facteurs de transmission de la maladie. Ça, ce sont des choses qu'il faut connaître. Il faut éviter, parce que c'est là-bas se cachent toutes sortes de parasites. C'est dans les herbes que se cachent toutes sortes de parasites, toutes sortes de champignons. Tout ce que tu connais comme parasite se cache dans les herbes. Donc il faut éviter l'enherbement de votre champ. La bonne nouvelle est que le fleurisme bactérien ne peut pas vivre à une température très élevée. C'est une bactérie. Donc du coup, il ne peut pas vivre dans une atmosphère libre, sèche. Il ne peut pas vivre dans cette atmosphère-là. Donc c'est un avantage pour nous. Donc une fois qu'on a déjà désherbé convenablement nos champs, même s'il est dans la plante désherbée, une fois ça s'achète en même temps avec lui. Donc du coup, il ne peut pas résister dans cette plante-là. En ce moment, vous allez voir que plus vous désherbez vos champs régulièrement, plus ils n'ont plus de cachette, plus votre champ est aéré, plus ils n'ont plus de cachette. Et du coup, vous allez voir que vous les évitez considérablement dans votre champ. Le flétrissement, c'est avec les techniques culturales qu'il faut vraiment veiller à les éviter. Comme je l'ai dit jusqu'à présent, il n'y a pas de produit spécifique contre le flétrissement bactérien. Il n'y a pas de produit, jusqu'à l'heure que je vous parle, il n'y a pas de produit. C'est une prophylaxie qui est mise en place, c'est-à-dire pour éviter, pour les empêcher de venir. En tout simplement, essayant d'aller un peu plus vite. Plus la plante est en bonne santé, plus la croissance est rapide, plus on peut les déjouer. Mais plus la croissance est retardée, plus ils ont le temps de s'intégrer dans votre champ, plus ils ont le temps aussi effectivement de se manifester dans le champ. Voici comment ils arrivent à ravager les champs. C'est vrai, lorsqu'ils rentrent, ils font ravage. Lorsqu'ils rentrent, quand tu n'es pas courageux, tu vas vraiment être arrêté de travailler. Mais si ils sont rentrés et que tu as essayé d'éviter les agents vecteurs, c'est-à-dire que tous ces parasites qui peuvent envoyer, les insectes qui peuvent apporter de la maladie, et que cela a été fait à temps, je pense que ça va s'arrêter. Moi, je vous parle, cela est arrivé dans mon champ plusieurs fois. Et lorsque c'est arrivé, dans le premier temps, comme vous, je me suis découragé et j'ai même abandonné le champ. Mais c'était une erreur. J'ai vu que, bien que j'abandonne le champ, il y a une partie du champ quand même qui a pu subir et qui a pu survécu et qui a été récoltée. J'ai dit, mais attendez, qu'est-ce qui a posé le problème? Mon découragement est dû à quoi au juste? Mais je suis en face d'un problème. Au lieu de chercher à remédier à ce problème, je fuis la situation. Non, il ne fallait pas. La seule chose qu'il fallait faire tout simplement, c'est d'essayer de voir est-ce que les agents vecteurs sont des insectes ou bien ils sont dans le sol ou bien ils sont aériens. Si ce sont des insectes, je pense que ces insectes-là, le plus souvent, on peut empêcher les insectes d'atteindre nos champs à travers les traitements insecticides tout simplement. La plante qui est dans ce cas, une fois qu'on a traité le champ, on essaie d'éliminer les agents vecteurs qui ont envoyé le champ et la maladie, on peut maintenant essayer d'éliminer rapidement les plants qui sont déjà infectés. On peut les éliminer rapidement et essayer maintenant de faire quoi? De les brûler, de les mettre hors de ton jardin. Et il faut éliminer le temps. C'est vrai que ça va prendre du temps. Il faut éliminer autant de fois que ça a été infecté. Et du coup, vous allez voir que plus vous éliminez, plus vous allez vous laisser libre champ à votre plantation, ou bien vous empêchez la maladie de se propager. Sinon, il faut dire que la maladie se propage par les racines, par les blessures et par aussi également les piqûres d'insectes. Voilà. Donc, du coup, si on sait que ça se propage par les racines, c'est pourquoi il dit déraciner.
déraciner la plante. Parce que si la racine qui est atteinte, et si c'est par des greffages que cela se fait, et qu'il arrive à se mettre en contact avec l'autre racine, et bien évidemment, la maladie va se propager. Donc il faut déraciner. Ne coupez pas, déraciner carrément. Déraciner carrément et envoyer ça hors de vos jardins. Lorsque vous faites ça régulièrement, vous empêchez les autres de pouvoir se répandre au niveau des racines. Vous comprenez? Même si ce n'est pas des piqûres d'insectes et que vous pulvérisez normalement, vous traitez vos champs normalement, vous allez voir que les insectes auront du mal maintenant à piquer. Mais ceux qui ont déjà piqué, peut-être, tu ne peux pas empêcher cela de mourir, mais ce qui n'a pas été piqué ne sera pas infecté. Donc maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez les empêcher maintenant de piquer votre champ et de piquer votre culture au fur et à mesure. Et en ce moment-là, vous allez les empêcher à un certain nombre de fois pour atteindre votre plantation. C'est ce qu'il faut comprendre. La question n'est pas de fuir, la question est de savoir par quoi ils sont passés. S'ils sont passés par des racines, déraciner au fur et à mesure, si ça n'a pas de piqûres, essayez de les empêcher de piquer désormais et enlever ce qui est déjà piqué, parce que ce qui est déjà piqué le plus souvent, on ne peut pas remédier à cela, mais il faut essayer maintenant de les déraciner et surtout essayer, comme je l'ai dit, de les apporter hors de votre jardin pour éviter que cela se propage dans votre champ. Voilà, donc le flottissement bactérien, c'est avec des techniques qu'on peut le faire. Par exemple, on peut aussi utiliser les techniques comme les semences ou bien les variétés qui sont plus ou moins résistantes. Les variétés plus ou moins résistantes, je vous en prie. Et du coup, cela va aussi favoriser, ou bien empêcher, je vais dire, pas favoriser, empêcher leur intégration dans notre plantation. Donc tout ça là, ce sont des mesures à prendre depuis le départ. Des mesures à prendre. Il faut éviter aussi d'utiliser le matériel végétal qui est déjà défectueux. J'ai quoi ce matin? Donc du coup, il faut éviter le matériel végétal qui est déjà vraiment défectueux. Donc il faut éviter cela, c'est très important. Quand vous voyez en pépinière, vous voyez qu'il y a une plante qui n'est pas trop en bonne santé, rapidement ne la portez pas en plantation. Éliminez cette plante-là et puis prenez seulement les plantes, vos plants vigoureux pour les envoyer en plantation. Évitez tout ce qui est plant qui ne porte pas vraiment de la bonne santé, il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Voilà. Et s'il le faut, relancer les plants et disons les semences de votre culture qui ont résisté à l'ensemble de tous ces parasites-là. Le plus souvent, lorsque vous relancez, vous avez plus de chances de permettre à la plante d'être plus résistante que lorsque vous avez des hybrides. Voilà. Si vous avez reçu une culture, prenez une petite partie de votre portion de récolte pour faire des semences. Les semences d'aubergines, les semences de tomates, les semences de... je ne sais, mais prenez une portion pour faire des semences. Et relancez ces semences. Ça va devenir maintenant une sorte de matériel végétal local. Et du coup, c'est-à-dire qu'il a été en contact de l'ensemble de ces parasites, qui maîtrise déjà, qui a pu s'immuniser, qui a pu résister, qui a développé des systèmes de protection au niveau de tous ces parasites. Du coup, c'est encore plus résistant face à ces parasites-là. Donc, il faut relancer et créer tes semences à partir des plantes déjà qui ont réussi, qui ont résisté et que vous avez récoltées. Voilà. En dehors de cela, je pense qu'il y a plusieurs d'autres techniques qu'il faut déployer, mais je pense que celui qui respecte tout ce que je viens de mettre en place, comme moi je le fais dans mon jardin, je pense que cela va vraiment considérablement l'aider à pouvoir atteindre son objectif. Sur le flottissement, jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler, il n'y a pas disons, comment on appelle ça, de médicaments ou de produits qui peut empêcher cela, qui peut éviter cela. Mais les techniques de culture, par exemple, quand vous essayez de désinfecter vos matériaux de culture, vos matériaux de travail avant de pouvoir travailler, ça va vous empêcher, va éviter 90% d'attaque au niveau de vos parasites. Quand vous faites vos tailles, si le matériel que vous utilisez n'est pas bien désinfecté et que vous apportez ça de l'extérieur, depuis l'extérieur, vous allez apporter ce parasite-là dans votre champ, immédiatement, ça va infecter votre champ. Donc, il y a ça aussi qui compte beaucoup. Évitez aussi également de faire des arrosages intempestifs
sur votre feuille, les feuilles de tomates, les feuilles de choux, les feuilles d'aubergine. Évitez de faire ces arrosages intempestifs. Quand vous faites ces arrosages-là, souvent, ça regorge catégoriquement, hein, ça provoque, et cette humidité que vous mettez dans votre feuille au niveau du feuillage va favoriser un nid de tous les parasites qui peuvent y habiter et pour causer des problèmes à votre feuille. Parce que quand la feuille est humide, le parasite, surtout les champignons, c'est favorable pour les champignons de se développer et de facilement s'intégrer au niveau de votre plantation. Il faut aussi comprendre que lorsque vous faites votre champ, il faut comprendre que l'arrosage compte beaucoup. Il faut avoir un système d'irrigation bien établi, bien organisé, pour éviter trop d'humidité. Parce que l'humidité aussi pose un gros problème au niveau de votre plantation. Plus d'humidité peut poser tout ce qu'on appelle l'accessibilité à tous les parasites de pouvoir résister et de rester. C'est pourquoi l'arrosage n'est pas forcément, comme passent les autres, je prends les gens en train d'arroser des choux matin, midi, soir, matin, midi, soir. Non, ce n'est pas nécessaire. La plante a besoin seulement que d'une certaine nombre de quantités d'eau sur une période bien répartie qu'il faut respecter. Voilà, je pense que lorsque vous respectez toutes ces techniques de culture au niveau de votre jardin, le flottissement va peut-être apparaître, mais ne va pas se développer. Ça va peut-être apparaître, mais ne va pas se développer. Parce que là, ça dépendra de vous. C'est votre rigueur, hein, c'est votre volonté dans votre champ qui va empêcher le flottissement bactérien. C'est arrivé chez tout le monde, mais au départ, on a pensé à autre chose, mais aujourd'hui, nous savons clairement que c'est une maladie qui peut arriver dans notre champ. Et comme il le dit, quand il arrive, c'est juste pour empêcher la circulation de la sève, tout simplement. Au niveau des vaisseaux, c'est-à-dire que les vaisseaux qu'il faut circuler, la sève et l'eau, vont être bloqués, vont être vraiment, disons, inactifs. Et voilà que ça va favoriser ce qu'on appelle la mortalité de votre plante. Voilà, donc je pense que j'ai plus ou moins fait le tour de tout ce qu'il faut vous dire sur le flottissement bactérien et comment réellement l'éviter et comment ne pas laisser cela comme une source de découragement, mais et de contourner. Et à force de contourner, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va être une habitude et faire la fin, ça ne va plus être un problème chez vous. Mais évitez de travailler sur une plantation déjà infectée, évitez de travailler sur la plantation avant 2 ans. C'est pourquoi aussi une des techniques les plus vraiment conseillées, c'est la rotation des cultures. Lorsque vous avez un cas pareil dans votre champ, il faut faire ce qu'on appelle la rotation des cultures. Ne pas faire la même culture sur la même place pendant 2 ans successifs, 3 ans successifs, ce n'est pas conseillé. Il faut faire la rotation des cultures, c'est très important. Maintenant, lorsque vous avez un champ qui a été atteint et que vous faites une rotation de culture, travaillez sur le champ atteint en dernière position. C'est-à-dire que lorsque vous devrez travailler sur ce champ qui est atteint, sur une grande superficie, et que vous faites des rotations de culture, vous devrez travailler sur la plantation, la partie qui est atteinte là, en dernière position, juste le temps de déjouer la vigilance de ces parasites là et de leur dire que non, la culture ne sera plus là. Du coup, beaucoup vont partir, ceux qui vont rester, mais tu auras encore une technique déjà pour pouvoir facilement les empêcher de ravailler ta culture. Très important. Voici un peu ce que je peux dire sur le flottissement bactérien. Pour vous dire que le flottissement bactérien existe partout, mais on arrive à travailler, on arrive à circonscrire et on arrive aussi à essayer de les empêcher de se développer. Oui, beaucoup de techniques que nous sommes en train de vous dire sont des techniques qui sont très efficaces. Il suffit de les respecter, puisque nous savons en réalité qui cause ces problèmes. Donc du coup, ce sont des agents vecteurs. Ces agents-là, il faut les empêcher de venir tout simplement en commençant par la base et terminer par le dessus. Donc du coup, une fois que cela est respecté, vous allez voir que le flottissement bactérien n'est pas un problème qu'on ne peut pas éviter. Même dans d'autres pays, il y a eu ce cas dans le bananérais. Je pense qu'au Cameroun, il y a eu ce cas dans le bananérais. Je pense qu'ils ont pu, vraiment, dans les zones qu'ils ont choisi, ces projets pilotes, ils ont pu vraiment travailler et essayer d'éviter ce problème-là. Et dans ces zones aujourd'hui, ils arrivent à produire et on ne voit sensiblement pas ce problème-là en réalité là-bas. Donc je pense que
Si tu as ce problème ici, hein, en Côte d'Ivoire, partout où tu es, la seule chose, c'est de maintenir ton champ vraiment propre et vraiment veiller à ce que vous n'arrivez pas comment on appelle ça, à avoir ces parasites-là, hein, dans votre champ. Maintenez vos champs propres, maintenez vos champs propres et maintenez vos champs propres en respectant toutes les techniques que je vous ai soulignées dans cette vidéo. Merci. C'est le même Dongo, le conseiller agricole. À bientôt encore une fois pour une autre vidéo. Mais ne partez pas sans cette chose. Tout ce que vous voulez faire, faites-le. Mais surtout, faites-le très bien. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.